Alors écrire des livres sur le voyage astral, le monde d'après-vie, les sorties hors du corps, il faut avoir, entre parenthèses, une certaine légitimité. Ben, elle commence, je dirais, par légitimité, mais en tout cas cette ouverture d'esprit, lorsque vous étiez étudiante, première sortie de corps, on est fin des années 70, c'est ça, étudiante? Oui, à peu près. Oui, qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire, moi, gamine, je voyais des choses autour des corps, ce qu'on appelle l'aura maintenant, voilà. ou des couleurs. Déjà. Alors, mes parents étant médecins... Dit simple comme ça paraît simple, mais à vivre, c'est pas évident quand on est enfant. Non, parce que mes parents étant médecins, ils se demandaient si j'avais un problème de vue, etc. N'ayant pas de problème de vue, ils se sont... Bon, je me suis arrêtée d'en parler, comme pas mal d'enfants en fait, qui voient ou qui entendent ou qui ont des perceptions. Et puis c'est revenu quand j'ai été étudiante, c'est-à-dire j'étais étudiante et puis je rencontre à l'époque Daniel Meroy, donc, qui est devenu mon conjoint pendant quelques années. Et à ce moment-là, il me parle d'une expérience qu'il a faite en faisant une sortie hors du corps. Et puis un jour où j'étais allongée, donc sans drogue, sans quoi que ce soit d'extérieur, quoi, je veux dire, sans... Et puis tout d'un coup, mais ça a été vraiment instantané, presque brutal, quoi, en fait. Je me suis retrouvée hors de mon corps physique. Et ça a duré quelques secondes ou quelques millièmes de seconde, je ne serais pas capable de dire, mais je me suis vue donc de l'extérieur. Et quand j'ai vu ce corps, la seule pensée que j'ai eue à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que c'est ça la mort ? Et je suis rentrée à nouveau dans mon corps physique. À partir de ce moment-là, il est évident que cette expérience était quand même forte, suffisamment forte pour que je me dise, qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'appelle ? Qu'est-ce que j'ai vécu, quoi ? Et puis, ça s'est renouvelé. Et ça s'est renouvelé, mais plus longtemps, un peu plus longtemps. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'apercevoir que ce corps, je pouvais traverser le mur, je pouvais traverser le plafond de ma chambre d'étudiante ou l'armoire. Donc, et que, en fait, c'était pas le cerveau qui était dans le corps qui pensait, c'était cet autre corps qui pensait, que je voyais même beaucoup mieux que dans mon corps physique, enfin, tous mes sens étaient décuplés. Donc, j'ai commencé à nouveau à me poser des questions, quoi. Et puis, à nouveau, je suis rentrée dans le corps physique. Ça a été plus doux, ça a été moins... Enfin, ça a duré un peu plus longtemps, l'expérience. Et à ce moment-là, on a commencé à chercher, donc... pour savoir, enfin j'ai commencé à fouiller dans les bibliothèques de la fac, il n'y avait évidemment pas grand-chose, et je finis par tomber sur un vieux livre où il y avait un entrefilet de quelques lignes où je savais, où le phénomène était décrit, mais on disait voyage astral. J'avais au moins un nom. Ouais. Donc je savais au moins, je me suis dit, bon ok, c'est quelque chose qui existe, quoi, et que d'autres ont vécu. Et puis à ce moment-là, et après ça a continué, quoi. Donc c'est-à-dire qu'après, donc plusieurs fois c'est arrivé, et de plus en plus précisément, c'est-à-dire que pendant 7 ans, je me suis exercée à sortir de ce corps physique, à voyager. Et alors je m'apercevais que quand je pensais à un lieu, j'y allais instantanément. Donc c'était extraordinaire, quoi. Donc après, j'allais vérifier en voiture, j'allais pas trop loin pour vérifier. Je me faisais mes preuves, quoi, en fait. Parce que je me disais, comment je vais pouvoir, même pour me rassurer moi-même, d'ailleurs. Et ces sorties de corps, c'était involontaire au départ et volontaire ensuite et contrôlé? C'est ça qui était étonnant? Alors, première fois involontaire, deuxième fois involontaire. Ensuite, j'ai essayé de me remettre dans l'état où j'étais quand je les ai vécus, c'est-à-dire un état de relaxation complète, où je ne sentais plus mon corps, où j'étais dans un espèce de demi-sommeil. Je me suis dit, peut-être que ça va revenir. Et effectivement, ensuite, j'ai pu reprovoquer l'expérience. D'accord. Et à ce moment-là, c'est là où... Ça étonne, la scientifique. Hein non, pas du tout. En fait, ce qu'elle vient de dire, je l'ai entendu plein de fois. Oui. Parce que j'ai travaillé sur ce sujet il y a très longtemps. Et moi, tout ce qu'elle vient de dire... Je ne le redirai pas mieux, donc c'est pas la peine. Mais ce qui m'intéressait quand je travaillais là-dessus, c'est que la plupart des gens qui revenaient avaient le désir de retourner. Donc la dernière partie de ce que vous dites, ce désir de retourner dans cette eau au-delà qu'ils ont aimé, où ils se sont sentis bien. Et les sorties hors corps, en fait, déclenchent des dons. Pour à peu près les 2/3 des gens que j'ai rencontrés, déclenchent des dons ou de guérison, des gens qui se retrouvent, possibilité de guérison, généralement des énergéticiens. En fait, ils ont été dans un univers peuplé d'énergie, ils s'y sont sentis bien, ils ont fait le plein et ils déclenchent des phénomènes quand ils reviennent bourrés de cette énergie. Donc ils tournent autour de cette notion de guérison et de transmission de cette énergie qu'ils ont été captés dans l'au-delà. Ou alors,
ils ont été dans cet au-delà, ils sont entrés en contact avec des personnages, des entités, des gens, enfin, des fois c'est des très proches, hein, et ils ont développé des facultés de communication avec ces êtres qui peuplent cet au-delà. Et donc là, déclencheur de dons de médiumnité, plus que de voyance. Donc du coup, moi, ça m'intéressait. Qu'est-ce que c'est que ces expériences qui déclenchent des facultés guérisseuses ou de divination? Pourquoi un scientifique s'y intéresse depuis 40 ans? Pourquoi pas? Vous êtes un peu sorcier, vous aussi, non? Qu'est-ce qui a fait que vous y êtes intéressé? Est-ce qu'il y a un événement dans votre vie? Globalement, en fait, je me suis retrouvé à écrire les livres que j'avais envie de lire, donc où il n'y avait pas de documentation. Mais c'est pas nouveau, je veux dire, pour un ethnologue de s'intéresser au magique. Toute l'ethnologie française s'est faite là-dessus, hein, sur l'étude des phénomènes magico-religieux. Mais étude des phénomènes magico-religieux en Océanie, en Amazonie. Simplement, sur le domaine français, il n'y avait rien. Parce que, effectivement, la science, c'est aussi une grande cocotte, elle a des modes, et elle suit les subventions. À l'époque, ethnologue, on allait, il y avait les écoles des orientalistes qui étaient prospères, on allait où ça fonctionnait bien. Sur le domaine français, il n'y avait rien. Et moi, j'avais en fait un voisin qui passait le feu. Et on me disait, tu vas le voir, tu te brûles, tu vas le voir, et puis il marmonne quelque chose, puis il va souffler, et puis tu verras, tu n'auras plus mal. Effectivement. J'ai pu l'éprouver, mais je ne mettais pas en cause. Vous l'avez testé? Oui, bien sûr. Et je lui ai demandé, mais je dis, enfin quand même, tu fais, Et puis après, il me dit, écoute, ça va, je l'ai suffisamment fait, écoute, donc c'est un don, c'est le maître mot dans le magique, le terme de don, je te le donne, et puis voilà, tu ne m'emmerderas plus avec tes questions. Et puis, derrière, tous ces gens-là avaient une idée, ils avaient le don, ils savaient ce qu'ils faisaient, tout le monde pouvait en attester, mais ça laissait un peu tout le monde sur sa faim. Ça marche, on sait que ça marche, on sait comment il faut faire, mais qu'est-ce qui fait que ça marche, etc. Enfin, tout ce travail-là n'était pas fait. Donc tous me disaient, on te donne, on te dit, et puis tu vas réfléchir, c'est ton boulot, tu es universitaire, tu vas réfléchir, puis quand tu auras trouvé, tu nous diras. Donc échange de bons procédés, et c'est comme ça qu'on m'a transmis des dons. Et puis de fil en aiguille, je suis passé des guérisseurs au domaine des gens qui se découvrent des dons. Je veux dire, la multiplication de mes informateurs a fait que j'ai multiplié aussi mon champ de travail. Et puis, c'est en fait au moment où je ne m'y attendais pas, qu'on est venu me parler de sorcellerie. Mais pas par hasard, parce que les gens savaient qui j'étais, je savais que j'étais universitaire, mais ils savaient aussi que depuis des années, je fréquentais des hommes de dons, qu'on m'avait transmis des dons, ça c'était pas top secret. Fréquenter des hommes qui ont des dons, recevoir des dons, c'est pas un problème. C'est l'ordre naturel des choses. Par contre, le faire pendant des années, là, il y a anguille sur roche, ce type qui est à la fac. Est-ce qu'il ne va pas quand même chercher autre chose que de la connaissance? Parce que le don pour la connaissance, il n'y a guère qu'à la fac, hein, où ça a un sens pour avoir un doctorat, un diplôme. C'était mon cas aussi. Pour les gens, non, le don, on s'en sert. Ça n'a aucun sens d'avoir un nom si ce n'est pas pour s'en servir. Total, du coup, comme mon image s'est un peu altérée, comme ça, qu'on a vu aussi en moi autre chose, là j'ai entendu parler de bien d'autres choses dont on ne parle pas justement pour informer qui que ce soit, mais pour leur demander d'agir, pour leur demander leur avis, parce qu'on sait qu'ils peuvent avoir un avis pertinent. Voilà. Vincent Ravalec, vous êtes intéressé par tout ça, vous aussi, hein? Ah oui, moi je suis très intéressé. Enfin, comme je l'ai souvent dit, en fait, moi ça a vraiment bercé mon adolescence, justement avec le Matin des magiciens, avec Planète, avec tout un tas de livres. Mais ça l'a bercé de façon assez romanesque et littéraire, en fait. Moi, ça a accompagné tout un imaginaire c'était Tintin au Tibet, et c'est d'ailleurs ça qui a motivé ce tour du monde de chamanisme que j'ai fait un petit peu sur le tard vers 40 ans, où je suis parti en fait sur les traces de ma mythologie adolescente. Je suis allé voir en Inde, je suis allé voir au Tibet, je suis allé voir en Amazonie, je suis allé voir en Afrique, justement, comment est-ce que c'était vrai en fait ce que j'avais lu, quoi. Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Écoutez, alors j'y ai trouvé des choses assez diverses. Il y a des choses qui sont trop personnelles pour être, comment dire, comment expliquer comme ça de manière publique. Maintenant, c'est évident que moi j'ai eu des expériences qui ont été profondément marquantes, qui ont été très bouleversantes, qui m'ont fait découvrir le monde d'une manière que je ne soupçonnais pas, ça c'est évident.
Donc, qui était un monde réel, qu'un autre monde, je pense à l'ayahuasca ou des choses comme ça, où vous avez vu autre chose et c'était un monde aussi réel que celui-là? C'est ce que vous voulez dire? Je pense que c'est un sujet en fait très complexe et je voudrais revenir à ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Pour moi, je trouve qu'il y a un sujet de fond. Moi, j'ai vraiment vécu toute cette mythologie, toute cette mythologie quand j'étais adolescent, parce que ça faisait partie d'une utopie qui accompagnait la fin du XXe siècle, avec un horizon qui était l'an 2000, où l'an 2000 allait être quelque chose de nouveau, et où il y avait tout de même tout ce qu'on a appelé le New Age, mais avec, moi j'avais lu Le Seigneur des Anneaux, enfin il y avait une espèce de finalité à la fin, où grosso modo on passait à un autre état de conscience, où on arrive à autre chose.